Bonjour à tous, donc Yann Lemeur de l'INSEP et Gérard Honorat de la Fédération française de triathlon. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter un petit peu la collaboration qui est instaurée entre le service recherche de l'INSEP et la Fédération française de triathlon et qui a pour but principalement d'identifier les axes de travail à privilégier pour rendre les triathlètes français les plus performants possibles au niveau international. Donc Gérard va commencer et je prendrai le relais ensuite. Bien, merci Yann. Donc je vais introduire, alors je ne sais pas si on sera situé sur l'intermittent court-court, vous avez compris qu'a priori nous on était un petit peu sur une discipline qui occupait un petit peu plus de temps dans l'espace. Pour resituer brièvement un triathlon olympique présent depuis Sydney, depuis 2000, et puis tant chez les hommes que chez les femmes, on a les distances suivantes, 1500 mètres natation, 40 km de cyclisme et 10 km donc en course à pied. Alors à l'heure actuelle, au top niveau mondial, ça représente à peu près 1h45, 1h50 d'effort pour les hommes, et puis 1h55, 2 heures pour les femmes. Donc il y a un écart à peu près 10 minutes, en règle générale, sur la tête de course, élite mondiale homme, élite mondiale femme. Alors, la relation INSEP-FF3, elle est installée depuis de nombreuses années et je crois que c'est en 1995 que les premières recherches se sont faites. D'ailleurs, sous, je dirais, la conduite d'une personne qui est toujours présente au sein de l'INSEP, qui s'appelle Christophe Oswirt, et avec qui, finalement, nous avons collaboré tout au long de ces années pour voir, finalement, comment évoluer notre discipline. Et on va voir en effet que cette discipline elle a subi pas mal de changements. Alors avant que d'interroger, on va dire, les changements, on va parler un petit peu de tout ce qui est fait, d'un suivi longitudinal des équipes de France. C'est vrai qu'on a des données, on va dire, historiques désormais, et on a des choses très importantes qui datent depuis 2002-2003 principalement, qu'on continue de faire aujourd'hui. Ça nous a permis aussi d'optimiser pour nous les stratégies d'entraînement en natation et en cyclisme. On a bossé énormément aussi sur l'optimisation des stratégies d'allure en course à pied. Vous allez voir au vu des chiffres tout à l'heure l'importance que ça peut requérir. Optimisation de la gestion de fréquence de pédalage en cyclisme. Compréhension des phénomènes responsables de la fatigue en triathlon. Et puis, on va dire, d'une manière générale, et ce sur quoi on travaille beaucoup depuis quelques années, c'est l'identification des qualités physiques qui doivent s'exprimer en triathlon et forcément donc au niveau mondial. Alors, le contexte actuel de la performance au niveau du triathlon. Alors, je vais commencer, je dirais, par l'inverse. On va commencer un petit peu par la dernière discipline pour donner des éléments de contexte. C'est-à-dire que le triathlon, pendant des années, on va dire, c'est un petit peu un sport. On se dit, oui, il a annoncé 1500, 40 et 10. Et en fait, dans la réalité, c'est toujours un petit peu différent, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas sur une piste d'athlétisme, on n'est pas dans un contexte justement labellisé avec des distances strictement mesurées. Et on va dire que pendant de nombreuses années, on n'a pensé que. On s'est dit, bon, tantôt on est à telle vitesse, tantôt on est à telle autre, on n'imagine que. Et je dirais l'un des apports importants finalement que nous ont apporté la mission recherche de l'INSEP, ça a été justement de matérialiser, d'objectiver tout ce qui était vitesse de déplacement en triathlon. Alors si j'ai commencé ici par la course à pied, c'est pour la raison suivante, c'est parce qu'à l'heure actuelle, si je dois résumer le triathlon, je dirais fort en natation, fort en cyclisme, exceptionnel en course à pied. Alors ici, alors ça ne veut pas dire après qu'en natation, quand je dis fort, je pourrais exemplifier ce que ça veut dire, quoi, parce que là aussi, je dirais, il y a des minima en quelque sorte requis. C'est pas une compétition FFN, mais quand on dresse un petit peu l'histoire des nageurs, on se rend compte, on va dire, qu'ils sont dans les mêmes eaux sur certaines distances, quoi. Donc là, vous avez un petit peu une évolution, 2007, 2008, 2009, 2010, et puis sur les principales épreuves qui constituent, donc, on va dire, notre série mondiale, il y a une Coupe du Monde, eh bien, on a les vitesses en course à pied chez les hommes. Et on voit que ces vitesses, au fil des années, eh bien, elles augmentent régulièrement, et puisqu'on voit qu'un top 8 au niveau de l'année 2010,
la moyenne des 8 premiers s'établit à 19,5 km/h, donc à la fin de 1500 mètres de natation, 40 km vélo, sur laquelle on verra par la suite, malgré tout, qu'il se passe énormément de choses, et que pour terminer dans les places donc, de 9 à 16, on est donc sur des vitesses là aussi supérieures à 19 km/h. Alors, ça c'est une étude qui a été faite justement en compagnie de Yann sur Londres l'an passé. C'était de dire, bon justement, on a le futur parcours des Jeux. Alors il sera disons, établi cette année, mais en tout cas le site étant déterminé, on va dire qu'il ne va pas y avoir normalement d'énormes différences au niveau de la course à pied. Et c'est de dire, ben voilà, désormais on est en 2010, qu'est-ce qui se passe au niveau de la course pédestre sur le parcours des Jeux, sachant que c'est un parcours, on va dire, facile, alors que quelquefois on a un parcours plus difficile, sachant que c'est un parcours qui est en conditions, on va dire, climatiques assez favorables à la course à pied, température entre 20 et 25 degrés, donc c'est des températures, on va dire, c'est pas comme quand on est à Madrid, ou alors là, forcément, on va dire, les 30 degrés vont avoir un impact plus important sur la vitesse atteinte par les athlètes. Et donc on est à Londres en 2010, et puis la victoire se joue à 20,5 km/h, quoi. C'est-à-dire que donc nos athlètes, là, à l'heure actuelle, sont capables de terminer à moins de 3 minutes au kilomètre, donc sur un 10 000, et il y a déjà eu du vélo, et il y a déjà eu la natation. Donc on voit un petit peu, ça commence à situer ce que ça requiert. Donc là, 11%, ça représente 6 athlètes en fait, qui sont au-dessus de 20 km/h sur les 65 athlètes qui étaient présents. Et les gens qui sont 20%, ils étaient 12 à être entre 19,5 et 20 km/h. Notre premier Français, Laurent Vidal, il court à 19,8 et il est 12e, quoi. Donc vous imaginez bien les interrogations que l'on peut avoir quand on voit ça. Et comme ce travail, on l'effectue, on va dire, tout au long de l'année, sur nombre de courses, on commence à avoir une base de données plus que conséquente. Donc ensuite, par rapport à tout ça, donc on se dit, oui, par rapport au triathlon, les choses qui sont essentielles sont souvent liées VO2 max, pourcentage de VO2 max utilisé, coût énergétique, mais il faut mettre aussi d'autres aspects davantage en évidence. Et c'est le sens des petites questions. Alors nous, qu'est-ce que l'on fait de notre côté? Eh bien, comme tout à l'heure, Martin a parlé de pic de vélocité maximale. Donc nous, on commence au niveau de notre population senior, un test de puissance maximale, 2 sprints assis, 2 sprints danseuses, avec d'ailleurs notre passeur de test qui est présent dans la salle. Donc si j'appuie ici, on doit avoir une démonstration. Alors, ce n'est pas un triathlète qui est là. Ça marche pas? Oui, pardon. Voilà un petit peu l'effort qui est représenté sur environ 6-7 secondes. Donc vélocité, une cadence optimale par rapport à une puissance. On n'en est pas là encore. Même si on sait qu'il faut aller un petit peu plus loin. Alors on verra pourquoi on évalue cette Pmax dans un deuxième temps. Classiquement ensuite, c'est suivi par un test dit de puissance maximale aérobie, au cours de laquelle on évalue un seuil ventilatoire 1, seuil ventilatoire 2. Donc vous voyez l'incrémentation qui est située là, c'est assez classique. Voilà. Donc PSV1, puissance en watts, PSV1, PSV2. Au niveau de la course à pied, on effectue ça généralement sur la piste de l'INSEP, la piste couverte, donc dans d'excellentes conditions, parce qu'on évacue donc tout ce qui est climat, aléa climatique. Et donc il consiste en un test des paliers de 3 minutes, augmentation d'1 km/h, et au cours de laquelle, là aussi, SV1, SV2, et auquel on relie une lactatémie. Voici un petit peu, d'une manière résumée, les données donc, de ces athlètes. Ça vous donne un petit peu une idée en termes de VO2, en termes de VMA atteinte, et puis de leur seuil. Et vous voyez qu'avec tout ça, éventuellement, quand vous êtes dans les meilleures valeurs, ça vous permet de faire dans les 6-10 d'une série mondiale, mais éventuellement, vous avez encore du mal pour aller taquiner, on va dire, les toutes premières places. Alors si j'insiste un peu là-dessus, c'est parce que justement, ces données, on va dire, collectées tout au long des années, elles nous permettent à l'heure actuelle de dresser un profil de la performance en triathlon.
Alors, on n'a pas les données des autres athlètes, mais il se trouve que c'est une partie de mon job. C'est après chaque course, on collecte l'ensemble des données et on les traite. Et on sait donc, puisqu'on connaît les vitesses des athlètes français, on connaît donc les vitesses des athlètes étrangers, on voit où ça se situe, on voit où est-ce que ça revient régulièrement en termes de compétition. Et puis, je ne dis pas qu'on peut annoncer à l'avance les résultats, mais on peut annoncer en tout cas un petit peu, on a une idée du profil des résultats possibles, quoi, hein. Alors, identification des qualités physiques, on voit un petit peu, c'est un travail donc, c'est pour exemplifier justement cette relation très étroite, hein, avec d'un côté ce qu'on appelle généralement quelquefois avec un peu de péjoratif les chercheurs, et puis qui seraient opposés aux entraîneurs ou aux athlètes. Non, c'est utiliser l'ensemble des compétences, hein, de manière à se dire nos athlètes doivent progresser, il faut qu'on objective un petit peu tout ça. Donc ceci était fait à Pékin, donc c'est le parcours des Jeux, natation, une seule boucle de 1500 mètres. Un parcours cycliste, hein, avec 6 tours de 6,5 km qui présentait donc une belle difficulté, quoi. Alors c'est une belle difficulté, mais quelque part après tout ça, on s'aperçoit que ça peut être relativement relatif dans le déroulement d'une situation de course, c'est-à-dire vous pouvez avoir éventuellement de temps en temps des échappées, et quelque part il peut se passer quelque chose à vélo, et puis à Pékin, mais comme on le pensait, quelque part, il y a 50 bonhommes qui posent le vélo, il y en a 3 qui ont réussi à s'échapper devant, mais les autres savent qu'ils ne courent pas trop vite à pied, donc ils jouent un petit peu avec, et ensuite c'est l'explication finale qui peut débuter. Hein, et 4 tours de course à pied, donc, puis 4 fois 2,5, avec une très belle cote de 300 mètres à 12%. Alors ça va dépendre un petit peu des circuits. Mais nous, c'est vrai que ça nous avait permis d'objectiver de manière très précise les vitesses dans les parties descendantes, les vitesses dans les parties montantes, et de se dire, bon, quel scénario on peut avoir sur cette épreuve-là, quoi. C'est important aussi de penser scénario. Après, il ne se déroule pas peut-être comment vous l'avez pensé, mais en tout cas, vous avez essayé quelque chose. Donc, mesures classiques, hein, cardio-fréquence-mètre, natation, caméra synchronisée, on va voir pourquoi. C'est vrai que c'est sur la natation à l'heure actuelle qu'on manque un petit peu de données. C'est pas facile à mesurer, pas facile à objectiver. Et donc des capteurs de puissance, hein, qui sont désormais un outil tout à fait classique et performant, embarqués sur les vélos, ainsi qu'une petite étude justement pour voir au niveau des accélérations, vitesse en descente, vitesse en côte, avec les accéléromètres et les caméras synchronisées. Alors, au niveau de la partie natation, déjà, on va dire, il en ressort des choses importantes. C'est de dire, justement, qu'est-ce que c'est qui peut être important aussi? Parce qu'on se dit, c'est un effort de longue durée. Bon, d'accord, quoi, hein, et donc on va se dire, bah, c'est la vitesse moyenne, maximale, hein, le pourcentage le plus long du début à la fin. Et en fait, c'est pas aussi simpliste que ça, le triathlon. Et en effet, il y a des choses qui sont assez évidentes immédiatement. C'est de dire, bon, généralement, la position à la première bouée, elle est déjà un indicateur intéressant de la position à la sortie de l'eau au niveau des 1500 mètres, quoi. Donc vous avez déjà une idée de ce que peut être donc, le triathlon. Et puis ça veut dire aussi qu'il faut être capable de partir vite, quoi. Donc, quelle qualité en découle derrière et comment je vais la travailler à l'entraînement, quoi. Donc, développement des capacités anaérobie, c'est sûr, va falloir nager 1500 mètres, mais de quelle manière, quoi. Et en effet, on va dire, nos athlètes qui présentent les meilleures qualités en termes, on va dire, de vitesse, hein, sur 100, 200, on va dire, sont avantagés par rapport à ceux qui présentent des caractéristiques, on va dire, moins importantes dans ce domaine-là. Alors, avant que de laisser la parole à Yann derrière, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas objectiver. En fait, c'est vrai que nos parcours natation, ils font à peu près 1500 mètres, quoi. Donc à chaque fois, on ne peut pas dire la vitesse de déplacement, elle est de temps. On est arrivé quelquefois à rentrer dans des bateaux et à mesurer, hein, pour avoir un petit peu quelques billes, à prendre des données aux premières bouées, etc. Mais nous, ce sur quoi on a travaillé, justement, comme on a dit tout à l'heure, il y a les vitesses en course à pied. On ne peut pas les objectiver pareillement au niveau de la natation. On raisonne en secondes, on va dire, par rapport aux meilleurs nageurs. C'est-à-dire, quel est l'écart par rapport aux meilleurs nageurs? Et est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Alors là, je vais vous donner, on va dire, des moyennes sur la série mondiale qui a eu lieu l'an passé. Il faut savoir que désormais, on a une série mondiale qui est sur 7 épreuves.
Hein, il faut disputer, donc c'est un classement, je dirais, c'est un championnat de foot hein, bâti autour du triathlon, et puis à la fin, ça vous donne tant de points, et ces points donnent un classement terminal, quoi. Donc, et on s'est dit, bah allez, on va prendre le vainqueur en moyenne à la sortie de l'eau. Il sort où? Ben, l'an dernier, sur cette course, le vainqueur, on va dire en écart moyen, je ne parle pas du minimum, je ne parle pas du maximum, il sort à 9 secondes par rapport au meilleur nageur en moyenne. Le top 3, il sort à 12 secondes, c'est-à-dire les 3 premiers en moyenne, écart 12 secondes. Le top, alors après on raisonne nous en place de 4 à 8, hein, justement pour éliminer les 3 premiers. La moyenne c'est 20 secondes. Et les places de 9 à 16, c'est 25 secondes. Quoi. Ça veut dire qu'au-delà de ces 25 secondes, il vous reste, bien sûr, parce qu'il y a toujours un écart maximal, il vous reste des possibilités, hein, bien sûr, éventuellement, de terminer devant. Mais vous voyez déjà, le 25 secondes, par rapport aux 9 secondes annoncées pour le top 1, il y a déjà un problème. Pour le top 3, c'est 12 secondes. Vous voyez où est le problème, quoi. Donc en fait, à l'heure actuelle, on voit tout ce que peuvent dégager une simple analyse comme celle-ci, à qui celle-ci est balisée, je dirais, c'est simplement des secondes à la sortie de l'eau, mais tout ce que ça peut entraîner aussi, on va dire, dans la réflexion sur, on va dire, l'entraînement des athlètes et éventuellement derrière, bien sûr, le choix, hein, en quelque sorte, comment préparer de jeunes athlètes, quoi. Mais ça viendra peut-être dans un deuxième temps. Yann, voilà. Alors, par rapport au cyclisme, on a pu collecter davantage d'informations. Donc, les tests dont vous a parlé Gérard, le test de détermination de la puissance maximale de pédalage, le test plutôt à dominante aérobie qui nous a permis de déterminer leur PMA, leur puissance au premier et au deuxième seuil, en fait, nous permet d'établir pour chaque athlète, eh bien, d'identifier des zones et de faire parler les données brutes de puissance que l'on mesure sur les parcours des Coupes du Monde. C'est-à-dire que là, on vous présente l'exemple de ce qui a été fait lors du test event de Pékin en 2007, mais c'est quelque chose qui est fait sur plusieurs courses par an, qui aura lieu cette année sur le parcours des JO, et qui nous permet un petit peu de caractériser les exigences du cyclisme, en l'occurrence en triathlon au plus haut niveau. Donc, si on utilise justement ces zones que l'on identifie à partir des tests que viennent passer les athlètes à l'INSEP, si on illustre ça par exemple sur ce que l'on avait observé sur le parcours des Jeux à Pékin, eh bien le premier constat c'est qu'on a beau être sur un effort de 40 km qu'on pourrait penser quasiment strictement aérobie, on se rend compte qu'il y a une grande variabilité des puissances qui sont développées par les triathlètes sur ces parcours de Coupe du Monde. Donc ici vous voyez que eh bien, c'est très éclaté. Je ne sais pas si on a le... C'est toi qui l'as ? Ouais. On voit que finalement, eh bien, on a du temps qui est passé dans quasiment toutes les zones. Donc de la zone où on ne pédale pas, en blanc, jusqu'à des zones en rouge ici, où on est à plus de 130% de PMA. Donc le premier constat qu'on a fait, c'est que sur cette heure de vélo qu'ils ont à faire, 1 heure pour les garçons, 1h10 pour les filles, bon, il y a pratiquement 50% du temps qui est relié à des intensités basses, qu'on pourrait dire des phases de récupération passive ou active. En revanche, en contrepartie, on a 40% du temps qui est passé à des intensités élevées, supérieures au deuxième seuil ventilatoire, et même 20% du temps au-dessus de PMA. C'est-à-dire que une analyse simpliste à l'heure actuelle du triathlon, c'est de dire finalement le classement en course à pied, c'est le classement à l'arrivée. Donc avant il ne se passe rien. Non, on ne voit pas qu'il ne se passe rien. Et la preuve, il y a 20% du temps en cyclisme qui est passé au-dessus de PMA. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement une vraie fatigue qui est créée par la section cycliste et qu'il faut anticiper à l'entraînement justement pour être le plus frais possible au départ de la course à pied. Alors, si on différencie un petit peu ce qu'on avait collecté sur cette course-là et qu'on différencie hommes et femmes, puisqu'on avait 6 hommes et 6 femmes engagés, eh bien, on n'a pas constaté de différence liée au sexe. Et en revanche, si on va un petit peu plus loin dans l'analyse, eh bien, on a pu mettre en évidence un certain nombre de différences. Sur ce graphique, vous avez chaque point représente 1 seconde qui est passée au-dessus de la puissance maximale aérobie. Donc chaque point représente une intensité sévère, supérieure à PMA. Les points sont de différentes couleurs car ils représentent en fait les différents tours du parcours. Il y avait 6 tours
en vélo à faire sur le dénivelé que vous avez de représenter ici derrière. Et vous voyez que, comme je vous l'ai dit, il y a un nombre conséquent de points passés au-dessus de PMA qu'on a pu rapporter donc, sur ce parcours. Alors si on regarde déjà qu'est-ce qui se passait dans la bosse, dans la montée, eh bien, on constate qu'à ce niveau-là du parcours, eh bien, on avait un amas de points relativement important au-dessus de PMA. Ce qui nous a intéressés et ce qu'on a pu aussi, on a pu aller un petit peu plus loin et mettre en évidence que chez les hommes, cet amas de points dans la bosse représentait à peu près un tiers du temps passé au-dessus de PMA sur le parcours, tandis que chez les femmes, on était sur la moitié du temps passé au-dessus de PMA l'était dans la bosse. Et alors, on n'avait que 12 sujets, donc c'est dur de faire des corrélations, mais au moins ça donne des orientations. On a constaté qu'il y avait une corrélation significative entre le temps passé au-dessus de PMA dans la bosse et le rapport entre notre PMA et notre poids. D'accord ? C'est-à-dire que les femmes, visiblement, passaient plus de temps au-dessus de PMA dans la bosse, et ce qui était relié au fait qu'elles avaient un moins bon ratio entre leur PMA et leur masse. D'où l'intérêt pour les femmes eh bien, d'essayer d'optimiser ce ratio en étant plus affûtées, mais aussi, pourquoi pas, en cherchant à développer leur PMA grâce à eh bien, certaines formes de travail dont on pourra parler un peu plus tard. Donc là, premier constat, visiblement l'influence du dénivelé sur eh bien, le temps passé au-dessus de PMA sur un parcours. Alors on a pu identifier, enfin différencier un petit peu des cas cliniques. Donc ici l'exemple d'un athlète pour qui eh bien, tout se passe très bien. On voit que le foyer de points au-dessus de PMA dans la bosse est relativement faible, peu dense. Et donc eh bien, c'est peut-être pas une priorité pour lui pour préparer ce parcours des Jeux. Et puis à l'inverse, un autre exemple d'athlète sur le même parcours, la même course, où là on constate eh bien, un foyer de points très important. Et là, en termes de préconisation, on va conseiller à l'athlète eh bien, de vraiment chercher à décaler sa PMA. Ça devra être un axe de travail prioritaire, puisque par rapport au reste de la population, on constate qu'on a vraiment une grande densité de points passés dans la bosse eh bien, au-dessus de PMA. Alors, une autre analyse qu'on a pu faire a concerné des choses dont a parlé Martin. On avait identifié, donc on avait mesuré la puissance de pédalage maximale des triathlètes. Et on a été voir un petit peu, eh bien, est-ce qu'il y a des phases dans la course où les triathlètes se rapprochent de leur puissance maximale. C'est-à-dire que certes, c'est 40 km de vélo, mais visiblement, c'est très variable. Et qu'est-ce qui se passe notamment dans les relances du parcours? Alors, comme vous pouvez le constater, eh bien, on constate comme des grappes de points qui se rapprochent parfois de la puissance maximale de pédalage des athlètes. Et donc, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'à chaque fois, ils sont superposés d'un tour sur l'autre. C'est-à-dire qu'on voit à peu près toutes les couleurs de représenter à chaque fois, ce qui montre en fait que ces grappes de points de haute puissance eh bien, survenaient aux endroits du parcours où il y avait des changements de direction au niveau des relances. Et si on considère qu'il y avait 6 fois le parcours à faire et qu'en gros, ça intervenait 7 fois par tour, eh bien, on se rend compte que sur une épreuve comme ça de 40 km qui dure 1 heure, il y a quand même 40 sprints en moyenne par triathlète qui étaient réalisés à des intensités supérieures à 150% de PMA. D'où l'intérêt, à un moment donné, de réfléchir à la nécessité, pour des triathlètes qui ont beau faire un effort en cycliste qui dure environ 1 heure, eh bien, de développer cette puissance maximale de pédalage et notamment de s'orienter vers des procédés soit de sprint sur le vélo, mais aussi sur un travail de musculation destiné à développer un certain nombre de facteurs neuromusculaires. Alors pareil, possibilité de, j'y reviendrai après là-dessus, possibilité de différencier en fonction des athlètes, d'individualiser. Ici l'exemple d'un garçon avec une grande marge à chaque fois entre les valeurs de puissance pic atteintes au niveau des relances et sa puissance maximale de pédalage. Et à l'inverse, un autre exemple où là on se rend compte que eh bien, l'athlète va atteindre sa puissance maximale lors de la section vélo. Pendant l'épreuve de la compétition, on atteint les mêmes valeurs de puissance que celles que vous avez vues sur la vidéo de tout à l'heure.
Et là, on peut comprendre, on a eu par exemple un exemple d'un athlète qui avait une très bonne PMA, qui a priori était complètement armé pour bien passer le vélo et qui n'exprimait pas très bien ses qualités en course à pied. Et quand on a exprimé un petit peu les valeurs pics qui étaient atteintes en termes de puissance maximale, on s'est rendu compte qu'il atteignait, voire même parfois il arrivait à dépasser pendant la compétition la valeur atteinte en état de non-fatigue en laboratoire au préalable. D'accord ? Donc ça permet un petit peu d'orienter et de quitter aussi la vision un petit peu réductrice qui consisterait à dire bah, ça dure 1 heure, donc c'est une grosse dominante aérobie et développe bien ta PMA et tout se passera bien. Non, il y a peut-être un certain nombre d'autres facteurs à prendre en compte. Aussi, ça a amené à une réflexion sur qu'est-ce qu'il faut travailler. Donc je vous ai dit tout à l'heure, nécessité d'être capable de développer sa puissance maximale de pédalage. Donc, notamment, pourquoi pas le recours à de la musculation. Sur le plan énergétique, de la capacité à dégrader rapidement la phosphocréatine. Et puis aussi, ce qui a amené à une réflexion sur la capacité à répéter ces efforts de haute intensité, que ce soit au niveau neuromusculaire, essayer de voir finalement comment est-ce qu'on pourrait reculer l'apparition d'un état de fatigue neuromusculaire, dont on peut éventuellement faire l'hypothèse, et aussi réfléchir sur comment développer la capacité à resynthétiser rapidement la phosphocréatine, car il faut savoir qu'entre ces sprints, on reste parfois sur des efforts qui sont relativement intenses, et donc où le restockage n'est peut-être pas optimisé. Donc je passe un petit peu. Donc là, comme on peut le voir, sur les résultats, les premiers résultats que je vous ai présentés, il y a une vraie incidence, visiblement, du profil du parcours sur les qualités physiques nécessaires à exprimer pour être performant sur une course donnée. Alors, dans le prolongement de cette étude menée à Pékin, on a comparé l'an passé différents profils de parcours en vélo pour voir est-ce qu'il y avait une incidence de parcours différents sur la distribution des puissances. Et on a notamment comparé un parcours vallonné lors d'une Coupe du Monde à Madrid avec ce qui se passait sur le parcours des prochains Jeux de Londres, qui était tout plat. Et comme on l'avait mis en évidence à Pékin, le fait d'avoir une bosse sur le parcours augmente significativement le temps passé autour et au-dessus de PMA. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on a retrouvé, qu'on a pu mettre en évidence, avec ici plus de temps passé sur la Coupe du Monde en rouge, sur le circuit vallonné, que sur le parcours en bleu. Et l'idée, en fait, finalement, c'est de tendre vers un peu une typologie des parcours, essayer de voir, de modéliser, en fonction des variations de pente et des changements de direction que comporte le circuit, d'essayer d'anticiper autant que faire se peut, les qualités physiques qui vont être nécessaires de développer pour être performant sur le circuit cycliste, pour arriver le plus frais possible à la fin du vélo, pour pouvoir courir le mieux possible derrière. Et l'idée d'aller sur les parcours olympiques à chaque fois l'année qui précède, c'est de pouvoir permettre aux athlètes de simuler à l'entraînement les exigences du parcours pour être le plus près possible pour la course olympique. Donc voilà ce qui concerne la partie cycliste. Maintenant, par rapport à la course à pied, les résultats qui ont été rapportés par Gérard, notamment sur une quarantaine, plusieurs dizaines d'épreuves de Coupe du Monde, et par rapport aux données que nous avions disponibles sur nos triathlètes français, on a pu mettre en évidence que la vitesse à laquelle ils courent sur une épreuve de Coupe du Monde est très corrélée à la vitesse au seuil d'accumulation de l'acide lactique ou du seuil ventilatoire 2, ça dépend comment on détermine ces seuils, et que donc ça se retrouve d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'en fonction des résultats qu'on obtient sur les tests triangulaires en course à pied, on se rend compte que généralement on retrouve ces allures-là exprimées en compétition. Si vous vous rappelez un petit peu du tableau que vous a montré Gérard tout à l'heure, on est sur des très hauts pourcentages de VO2 max pour ces allures de course. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare de voir des triathlètes être à plus de 90%, voire 95% de VO2 max au deuxième seuil ventilatoire. Et donc ce sont ces allures qu'on retrouve en compétition.
ceci a été confirmé par les données de fréquence cardiaque qu'on a pu collecter. Et à Pékin, par exemple, on avait constaté qu'en moyenne, sur la course à pied, les hommes et les femmes étaient à 94% de leur FC max. Donc, la priorité, vu qu'on a beaucoup moins de variations d'intensité, comme on a pu le constater en cyclisme lors de la course à pied, la nécessité, c'est de développer la capacité des triathlètes à soutenir un haut pourcentage de leur VO2 max, à maintenir une haute valeur de VO2 sur les 30 à 35 minutes que représente la course chez les hommes et chez les femmes. Donc là, en fait, à présent, ce que je vais vous présenter, c'est plus les réflexions que initient ces résultats par rapport à la course à pied dans nos échanges que nous avons avec la Fédé de triathlon. Alors, si le but du jeu, en fait, pour être performant en triathlon, c'est d'être capable d'exprimer de hautes valeurs de VO2 lors de la course à pied, il est nécessaire de réfléchir à comment est-ce qu'on peut aider nos athlètes, notamment à être capable de maintenir de très hautes valeurs de VO2 lors de la course à pied. Donc, si on reprend des choses un peu princeps, ceci est déterminé par des facteurs centraux, notamment le volume d'éjection systolique, le débit cardiaque maximal, mais aussi des facteurs périphériques qui renvoient à la capacité musculaire à extraire l'oxygène. Donc là, l'idée, c'est de voir un petit peu, à l'heure actuelle, dans la littérature, qu'est-ce qui est un petit peu mis en avant qui concerne l'optimisation de ces paramètres-là chez des sportifs de très haut niveau. Donc là, à l'heure actuelle, on se rend compte qu'il y a une vraie réflexion qui est menée sur de quelle manière est-ce que doit être distribué le temps d'entraînement dans les différentes zones d'intensité. Alors les zones d'intensité, on peut en relever trois principales. Une zone d'intensité, une zone d'entraînement à faible intensité, ce qu'on appellera la zone 1, qui est inférieure au premier seuil ventilatoire. Une zone d'intensité intermédiaire entre les deux seuils ventilatoires et une zone d'intensité sévère supérieure au deuxième seuil ventilatoire et on se rapproche de 100% de VO2 max. L'idée, c'est qu'il y a des études uniquement descriptives qui ont étudié, qui ont caractérisé comment est-ce que les athlètes d'endurance élite distribuent leur temps d'entraînement dans ces trois zones. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on constate qu'un certain nombre d'études a montré une répartition de la charge de travail dans les trois zones qui ressemble à quelque chose de polarisé. C'est-à-dire qu'on est sur une distribution où la très grande majorité du temps d'entraînement est passée dans la zone 1, une très faible partie du temps dans la zone 2 et une partie relativement importante de l'ordre de 20% autour d'intensité supérieure au deuxième seuil ventilatoire. Ces constats ont été effectués sur des skieurs de fond à haut niveau, des rameurs de haut niveau, des cyclistes et des marathoniens. Donc là, c'est uniquement descriptif comme étude, c'est-à-dire on dit, comment est-ce qu'ils s'entraînent, on les suit, on quantifie la charge d'entraînement et on regarde comment est-ce qu'elle se distribue dans les trois zones qu'on vient d'identifier. Maintenant, il y a des études qui vont un petit peu plus loin. Par exemple, une étude où, pendant 30 ans, ils ont recensé la distribution de cette charge d'entraînement dans les trois zones que je vous ai présentées chez les rameurs internationaux norvégiens. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que les résultats qui ont été rapportés par cette étude, c'est qu'on a eu une augmentation du volume d'entraînement des rameurs norvégiens dans des faibles intensités, une baisse de l'entraînement à des allures supramaximales, avec donc un volume global plus grand, et qui était associé à une augmentation de leur performance sur des tests réalisés sur ergomètre. Donc en fait, simplement, on montre qu'il y a un parallèle, et que ce qui est intéressant à voir, c'est qu'alors qu'on est sur des disciplines où on travaille très proche de VO2 max, voire où on y est largement, l'amélioration du niveau de performance a été associée à une augmentation du travail foncier. Donc là, la notion de transfert, elle paraît pas directe. C'est-à-dire qu'ils font plus de volume, plus de foncier, plus de travail en dessous de SV1, et en parallèle, leur performance a continué à augmenter. Là encore, c'est des études qui sont assez descriptives, qu'on peut complètement critiquer, mais au moins ça permet d'amener à une réflexion sur comment gérer la charge d'entraînement. Troisième type d'étude qui va un petit peu plus loin, où là, en fait, c'est une étude qui a été menée par des Espagnols, qui, sur des coureurs à pied de niveau national, ont quantifié
la distribution du temps d'entraînement dans les zones 1, 2 et 3 et qui ont essayé de voir s'il y avait des relations entre la manière dont ils distribuent leur temps d'entraînement, notamment dans la zone de travail foncier, et leur niveau de performance sur un cross court de 4 km et sur un cross long de 10 km. Donc là, vous voyez, peu de points, donc c'est critiquable, mais là encore, ça permet d'envisager des orientations. Et le résultat qu'ils ont ramené, c'est que les athlètes qui étaient les plus performants sur cross court et sur cross long étaient ceux qui, visiblement, avaient tendance à faire le plus de travail foncier. Donc là encore, on arrive à, comme idée que pour être performant sur des activités où on maintient des très hauts niveaux, des très hauts pourcentages de VO2 max, ça ne passe pas forcément par plus de travail autour de VO2 max, et qui peut peut-être visiblement aussi avoir un intérêt à faire des heures à des intensités faibles. Alors si on continue, quatrième type d'étude, là plus intéressante d'un point de vue méthodologique, où on pourra encore critiquer les petits échantillons, mais c'est des études qui sont très dures à mener. Ils ont pris 12 coureurs de niveau national, là encore, et ils ont testé, donc ils ont fait 2 groupes de 6, avec un niveau similaire dans les 2 groupes, et ils ont testé 2 distributions différentes du temps d'entraînement dans les 3 zones. Donc il y a un groupe qui faisait 80% du temps en zone 1, 12% en zone 2 et 8% en zone 3, et l'autre groupe qui faisait moins de travail foncier, plus de travail entre les 2 seuils, et la même quantité de travail proche de VO2 max. Mais la quantité, la charge de travail était similaire dans les 2 groupes. Et le résultat intéressant qu'ils ont rapporté, c'est que le groupe 1, qui avait cette répartition-là avec une plus grande prépondérance du travail en zone 1, est celui qui a le plus progressé durant la période de 18 semaines qu'ils ont pris comme phase d'entraînement. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, concrètement, les athlètes qui ont le plus progressé, les athlètes de haut niveau qui ont le plus progressé sur une période de 18 semaines sont ceux qui avaient une distribution qui était vraiment très polarisée, c'est-à-dire avec une grosse dominante du travail en dessous de SV1, du travail proche de VO2 max et peu de travail interseuil. Donc, c'est des études qui sont assez descriptives, etc. Néanmoins, ça a amené à un certain nombre de questionnements et il commence à y avoir L'idée, en fait, c'est quoi? C'est de se dire, bon, bah, qu'est-ce qui fait que je progresse? C'est qu'à un moment donné, je favorise des adaptations physiologiques de l'organisme et en contrepartie, je gère le niveau de fatigue qui est engendré par le temps de travail dans les différentes zones d'entraînement. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que potentiellement, eh bien, pour continuer à progresser, à développer VO2 max, eh bien, est-ce qu'il peut y avoir un intérêt à faire du travail foncier? Bah, si on regarde, par exemple, sur comment s'expriment les adaptations physiologiques qui favorisent un plus haut niveau de performance en endurance, eh bien, on voit que le travail d'intervalle training, de par le type de contraction musculaire qu'il va imposer et les changements biochimiques qui vont être associés, va activer certaines voies de signalisation qui vont favoriser l'expression de certains gènes. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en parallèle de cela, eh bien, le travail foncier est lui-même aussi susceptible d'activer d'autres voies de signalisation qui vont elles-mêmes contribuer à ces adaptations-là. C'est-à-dire que le travail foncier va activer d'autres voies de signalisation que le travail de haute intensité, et donc ce travail est susceptible eh bien, de favoriser des adaptations physiologiques qui vont être profitables à la performance aérobie chez des athlètes de très haut niveau. Alors, je vais essayer d'aller assez vite, surtout que Martin a parlé de certains de ces aspects-là. Je vous ai dit, l'idée c'est pour être plus performant, il faut booster ces adaptations physiologiques, l'expression des gènes qui favorisent eh bien, un meilleur équipement, une plus haute capacité à resynthétiser l'ATP en utilisant l'oxygène. L'idée aussi c'est de gérer eh bien, la fatigue qui est engendrée par le temps passé dans les 3 zones d'entraînement. Et il y a une étude assez intéressante qui a été menée par Stefan Seiler, qui a pris 2 groupes de coureurs, un groupe très entraîné et un groupe
de niveau inférieur. Donc très entraîné, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de 70 de VO2 max, qui s'entraîne 14 heures par semaine, et un autre groupe entraîné, 60 de VO2 max, 7 heures d'entraînement hebdomadaire. Et ils leur ont fait faire 4 exercices. 2 exercices d'intensité faible, inférieure au premier seuil ventilatoire, un de 1 heure et un autre de 2 heures, et un exercice au seuil ventilatoire 2, et un exercice plutôt proche de VO2 max de travail intermittent. Et ils ont mesuré l'évolution de la variabilité cardiaque avant l'exercice et 5 minutes après, 15 minutes après, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures après. Et ils ont regardé quel était l'impact de ces différentes intensités d'entraînement sur l'évolution de leur variabilité cardiaque. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que chez les athlètes élites, eh bien, le travail à SV1, donc c'est les deux courbes qui sont en haut, n'a pas engendré de diminution de leur variabilité cardiaque. Et donc, une plus grande stabilité de ces paramètres-là, qui suggère que chez ce type de sportif, le travail de faible intensité n'a pas un impact très négatif sur l'évolution de leur variabilité cardiaque. C'est-à-dire que malgré une séance de 2 heures de course à pied à 60% de VO2 max, eh bien, on constate que 5 minutes après, 30 minutes après, tout de suite après l'exercice, ça ne s'est pas dégradé. Tandis que chez les sportifs de niveau inférieur, ils ont rapporté que le temps de récupération était plus long. Alors, dans quel sens est-ce que cela va? C'est que un certain nombre de chercheurs font l'hypothèse que le temps de travail passé en dessous de SV1 n'engendre pas des niveaux de fatigue démesurés chez des sportifs d'endurance élite, mais vu leur valeur de VO2 max, certains se rapprochent de 75-80%, quand eux ils sont à 65% de leur VO2 max, ils sont à plus de 50 millilitres d'oxygène consommés par minute et par kilo. Donc on est sur des niveaux de sollicitation qui ne sont pas si anodins que ça, et qui sont susceptibles d'engendrer des adaptations au niveau musculaire, et que donc passer beaucoup de temps à des intensités modérées permet de favoriser des adaptations musculaires, mais aussi probablement centrales, qui vont contribuer à l'augmentation de leur niveau de performance sans les mettre dans un état de surentraînement, de surmenage très avancé rapidement. D'accord? Je fais vite, Jean-Claude. Autre axe de réflexion, donc des travaux assez anciens qui ont étudié l'intérêt d'utiliser des programmes de renforcement musculaire pour des activités d'endurance, par exemple des travaux qui ont utilisé la pliométrie, l'intérêt de programmer de la pliométrie pour améliorer la performance chez des coureurs de 5 km. Donc ils ont comparé deux distributions du travail, un groupe dans lequel on intégrait ici en noir une proportion non négligeable de travail de force explosive pendant 9 semaines, et les résultats qui ont été rapportés de cette étude, c'est que le groupe qui avait intégré de la pliométrie diminuait son temps sur 5 km, donc était plus performant, que c'était relié à une diminution du temps de contact du pied au sol, du temps d'appui au sol, donc une meilleure qualité de pied vu qu'il n'y avait pas de modification de l'amplitude, et que cette amélioration du temps sur 5 km était concomitante à un meilleur coût énergétique et sans modification de VO2 max. Donc concrètement, ils ont montré que le fait d'intégrer du travail de force explosive chez des coureurs de 5 km entraînés les rendait plus économes et sans modifier leur VO2 max. Donc c'est-à-dire que meilleure qualité de pied, ça se dégradait moins pendant le 5 km. Et donc, autre perspective, il faut maintenir une vitesse élevée. S'il est difficile de continuer à développer VO2 max et le pourcentage de VO2 max qu'on peut développer, peut-être que la stratégie, c'est d'être plus économe. Donc là, comme perspective de travail, l'idée cette année, ça a été d'aller voir à Londres comment évoluent les paramètres de la foulée, et notamment les temps de contact au sol. C'est-à-dire qu'en fait, on a analysé la course en mettant des caméras qui nous ont permis de mesurer la vitesse de course instantanée des triathlètes. Et grâce à des acquisitions à haute fréquence, à 300 Hz, on peut calculer par une analyse vidéo derrière l'évolution du temps de contact et des temps de vol.
Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a un modèle qui a été proposé par Jean-Benoît Morin, qui a mis en évidence qu'il est possible d'estimer, de calculer la raideur de la jambe en ayant uniquement connaissance de la masse du sujet, de sa taille, de son temps de contact, de son temps de vol et de sa vitesse de déplacement. D'accord ? Donc, quel est l'intérêt ? C'est d'aller voir si, est-ce que lors du 10 km par exemple d'une course comme Londres, est-ce qu'on a une dégradation de cette qualité de raideur ? Et si oui, c'est le cas, alors peut-être qu'il faut davantage continuer à avancer dans notre réflexion sur justement la manière d'améliorer et surtout de lutter contre les effets délétères de la fatigue sur les qualités neuromusculaires. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a une dégradation des qualités de raideur sur une épreuve du Coupe du Monde de triathlon chez des athlètes élites, alors il faut mettre en place nécessairement des stratégies à l'entraînement qui vont permettre de reculer cette fatigue et de stabiliser au mieux notre capacité à ce que leurs jambes se comportent de manière raide. En conclusion, tu veux peut-être finir, Gérard ? Je fais ? Donc c'est plus un témoignage, c'est que cette collaboration entre l'INSEP et la Fédé de triathlon, elle existe depuis 15 ans, grâce notamment à Christophe, à Franck Bignet, Gérard Honorat, Philippe Fattori. C'est une relation qui fonctionne très bien parce qu'elle s'établit sur une confiance mutuelle, c'est-à-dire que personne n'a le sentiment de marcher sur les plates-bandes de l'autre. Les réflexions vont dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des études qui émergent de questionnements qu'ont les entraîneurs, mais ce sont aussi parfois les chercheurs qui avancent des propositions. Donc voilà, ça mérite d'être souligné. La deuxième chose, c'est que le fait d'avoir un suivi longitudinal comme ça permet de mieux comprendre les exigences de la compétition à haut niveau et donc d'envisager quels doivent être les axes de travail dans la préparation physique en triathlon. Ça permet d'optimiser les contenus d'entraînement. Et la perspective à l'heure actuelle, c'est désormais de tendre davantage sur des études plus complexes à mettre en place qui concernent directement l'entraînement lui-même. C'est-à-dire justement, par exemple, ces réflexions sur comment distribuer de manière optimale la charge d'entraînement dans les zones d'intensité. Est-ce qu'il est nécessaire de tendre vers des phases de surmenage? Si oui, comment doit être gérée la récupération pour favoriser de la surcompensation? Donc, les études qui doivent prendre la suite maintenant concernent la gestion de la charge d'entraînement principalement et des contenus d'entraînement. Mais celles-ci sont beaucoup plus difficiles à mettre en place, surtout sur des populations élites. Voilà. Des questions? Deux questions et après on va se mettre en place pour le débat. Donc Bruno, Martin, Fred se prépare pour qui veut poser une question. Donc moi je résume quelque chose que j'ai souvent répété dans ma carrière d'entraîneur, c'est que l'aérobie libère la vitesse. Donc voilà, on a la confirmation là. Donc ce travail en dessous de la zone est quand même très intéressant vu les résultats que. Est-ce que ça se vérifie dans d'autres disciplines? Alors, donc là, en fait, c'est très descriptif. Donc, ça a été les sports dans lesquels ça a été fait, je les ai mentionnés. Donc, c'est l'aviron, cyclisme sur piste. J'ai parlé de quoi d'autre? Des skieurs de fond, des coureurs à pied. Donc, on commence quand même à avoir un large panel de sports qui sont concernés. Mais encore une fois, ce dont on manque, c'est des études qui manipulent vraiment la distribution du temps d'entraînement, notamment en zone 1, et qui soient faites sur à la fois des populations conséquentes et sur des sportifs élites. Et c'est très difficile à faire parce que pour un chercheur, prendre en main justement la charge d'entraînement et la manière dont on gère les contenus de séance, c'est très difficile à mettre en place. Donc c'est pour ça qu'on est surtout sur des études où on fait des corrélations entre ce qui est fait et l'évolution de la performance et qu'on a du mal à l'heure actuelle à mettre en place ce type d'études avec des populations élites. Une question de la salle. Oui, Dominique.
Dominique Delon de l'INSEP. Est-ce que la notion de transition et d'enchaînement entre la natation et le vélo et la course est quelque chose sur lequel vous avez travaillé et qui justement n'impacte pas tout ce que vous avez exposé aujourd'hui? Si, complètement. La difficulté à laquelle on a été confronté en construisant ce diaporama, c'est que pour rendre claire la présentation des résultats, on séquence en natation, cyclisme et course à pied. Justement, la plupart des travaux qui ont été menés depuis 15 ans sur le triathlon à l'INSEP, ça a été de comprendre justement l'incidence de cet enchaînement de modes de locomotion. Par exemple, sur des études très terrain, on s'est rendu compte que, par exemple, la cadence de pédalage avant la transition en course à pied influence votre cadence de foulée et influence votre stratégie d'allure. On a par exemple constaté que, à haut niveau, sur les Coupes du Monde, tout le monde a tendance à partir très très vite et qu'il est possible d'optimiser cette stratégie d'allure en diminuant l'allure initiale parce que ça permet d'en garder un peu sous le pied, de diminuer justement les dégradations qui peuvent être associées justement à l'adoption d'une allure rapide. Et notamment de laisser le temps d'avoir une redistribution du flux sanguin des jambes vers plutôt le tronc qui est davantage mobilisé en course à pied. Et donc oui, on est complètement sur ces réflexions sur l'enchaînement, mais ici il était difficile de les intégrer dans le cadre de la présentation.